Pression. Yeah, more ready. Alors, c'est la journée des gars. So, bienvenue à session 14, 14, commune, communal. And the moderator is Marc Provenance. Provenance. One A on the fin. C'est une erreur commune. Il ne faut pas mettre un os dans l'affaire. Et bon matin tout le monde. Merci d'avoir bravé la température de ce matin en dimanche, en fin de semaine, pour vous joindre à cette 14e séance. Donc, on va plonger tout de suite avec la présentation de Marianne Bourchex-Laporte. Et comme vous savez déjà, on suivra le même pattern, donc 20 minutes de présentation par présentateur, suivi d'une période de questions et de discussion à la toute fin. Merci, bon matin, et puis merci d'être ici en grand nombre. Et je voulais juste remercier les organisateurs ou les organisatrices du symposium. Je pense que c'est un événement très, très réussi et ça a donné lieu à des discussions intéressantes et je suis très, très heureuse d'en faire partie. Alors, je suis aussi heureuse d'être ici et de partager avec vous mes réflexions sur un projet de commissariat que j'ai développé dans la dernière année en occupant le poste de commissaire en résidence à Unit Projects, qui est un centre d'artistes de Vancouver. J'ai oublié de me présenter, en fait, je suis d'origine de Montréal, mais ça fait 4 ans presque que j'habite à Vancouver maintenant. J'ai déménagé pour faire ma maîtrise en art visuel. Je suis artiste tout d'abord et puis de plus en plus j'intègre des projets de commissariat dans ma pratique. Alors je ne sais pas si je suis artiste commissaire, mais j'essaie de savoir en tout cas. Alors le projet dont je vais vous parler s'intitule Collective Walks, Spaces of Contestation, qui pourrait se traduire par marche collective, espace de contestation. Et le titre résume assez bien mon intention de recherche quand j'ai élaboré le projet, qui était d'étudier les possibilités d'employer les caractéristiques formelles et conceptuelles de la marche collective comme paramètre pour la réalisation de performances participatives in situ. Donc ici, en employant le terme marche collective, je réfère à une formation ambulatoire qui se déploie comme une procession dans l'espace public. Particulièrement, je me suis intéressée aux marches collectives qui découlent des pratiques activistes, telles que les manifestations, pour leur caractère revendicateur ou contestataire, qui implique la politisation tant des participants que des espaces traversés par la procession. Donc, l'idée de départ était d'élargir le vocabulaire de la pratique performative en juxtaposant les stratégies utilisées dans la performance in situ, ainsi que participative ou relationnelle, aux tactiques activistes de mobilisation et d'implication communautaire. Donc, le titre de ma présentation aujourd'hui, comme vous pouvez voir, condense les idées qui ont établi les paramètres conceptuels et formels du projet. Donc, je vais tout d'abord vous présenter un peu sa prémisse de recherche un peu plus en détail, et je traiterai du contexte dans lequel je crois qu'il s'inscrit, ou duquel il a émergé. Je parlerai des différents volets de présentation du projet, et je traiterai plus en détail de la série de performances qui s'est élaborée entre 4 artistes et en collaboration avec des groupes communautaires de la région de Vancouver. Et je traiterai aussi des stratégies que j'ai employées dans mon approche en tant que commissaire du projet. Non. Pardon. C'est pas du tout la même chose qu'il y a sur l'écran qu'il y a là. La prémisse de recherche à la base du projet était d'examiner comment la marche collective, en tant que structure événementielle, mais aussi sociale, puisse servir de cadre pour la réalisation de performances participatives. Donc, il y a plus d'1 an, j'ai approché 4 artistes qui habitent à Vancouver et dont les pratiques intègrent la performance, le travail social ou relationnel et l'exploration de l'in situ. Et je leur ai proposé la proposition suivante, c'est-à-dire de collaborer avec un groupe communautaire afin de concevoir une performance qui soit présentée dans l'espace public et qui prenne la forme d'une marche collective.
Les artistes qui se sont joints à l'entreprise sont Lauren Marsden, Didier Morelli, Gabriel Solomon et le collectif Unlearning Weekenders, qui est constitué de Zoe Cray et Catherine Gros. Et les groupes communautaires, comme vous allez voir, qui ont participé sont divers. Et juste un aparté ici, j'emploie le terme groupe communautaire, mais je l'emploie au sens large. Ici, je réfère à n'importe quel groupe de personnes qui partagent des intérêts communs, qui se joignent ensemble pour participer à des activités. Vous allez voir là. Donc, c'est la Bibliothèque municipale de Vancouver, le syndicat des étudiants en danse de l'Université Simon Fraser, un groupe de résidents de Burnaby, qui est une banlieue de Vancouver et qui est engagé contre l'expansion d'un projet de pipeline dans leur communauté. Un groupe d'adolescents qui sont dans le programme Outreach, qui est un programme d'éducation alternative pour jeunes autochtones. Et finalement, un groupe ad hoc qui a été formé d'artistes, de citoyens et du public de la galerie et du public et des participants d'un projet antérieur du collectif Unlearning Weekenders. Donc, c'est poursuivi. Bon. Donc, le projet s'est décliné en plusieurs volets. Non, c'est pas ça que je voulais. Bon, pas grave. Le projet s'est décliné en plusieurs volets, dont certains sont toujours en processus de réalisation. Les collaborations entre les artistes et les groupes communautaires forment toutefois le cœur du projet. Les autres volets se sont élaborés autour de ça et pour favoriser la réflexion sur le processus qui a mené à la réalisation des projets. Donc, dans son ensemble, le projet s'est décliné à travers une série de 5 conférences qui ont été présentées du mois d'octobre 2013 et dont la dernière va être présentée la semaine prochaine. Et l'objectif de cette série de conférences était de créer un cadre discursif pour le projet. La série de performances qui ont lieu et qui auront lieu encore, donc mars et avril, et une exposition en galerie qui s'est développée en parallèle à la présentation des performances et qui était évolutive et qui a permis aux artistes un espace pour refléter sur le processus collaboratif qu'ils ont eu avec les groupes communautaires et pour créer des œuvres qui ne soient pas créées en collaboration, mais qui puissent leur donner un peu plus libre cours à leur expression créative. Donc, l'espace d'exposition aussi était considéré comme un espace de documentation, mais documentation parallèle, donc pas de documentation directe, mais à travers les traces, à travers les objets, à travers le matériel qui a été produit dans le processus de réalisation. Et finalement, une série de publications qui seront produites rétroactivement au projet au mois de mai et juin. Donc, c'est peut-être un peu particulier de parler d'un projet qui n'est pas encore terminé, et je croyais qu'il le serait là, quand j'ai proposé de présenter le projet ici. Mais ce n'est pas toujours le cas, on doit s'adapter. Mais dans ce cas-ci, je pense que c'est peut-être approprié parce que l'emphase a tellement été mise sur le processus plus que sur le produit fini. Tous les volets du projet ont collaboré à créer vraiment un climat qui soit propice à l'élaboration continue d'idées. Donc, je considère que ma participation ici aujourd'hui fait partie du projet un peu et le continue d'une certaine manière. Donc, les motifs volets, en se juxtaposant ou en se chevauchant, ont créé un contexte propice au développement en continu des idées qui ont alimenté l'évolution du projet dans son ensemble. Et donc, l'aspect dialogique du projet ne se limite pas aux relations collaboratives qui ont été établies entre les artistes et les groupes communautaires participants. Je crois que, surtout la présentation de la série de conférences pendant la période de développement des projets a eu de l'incidence sur la manière dont les performances et l'exposition ont été conçues. Et de même, la série de publications qui sera créée suite à la complétion des autres volets du projet permettra de continuer le projet dans un médium qui n'est pas limité dans le temps, contrairement aux performances et à l'exposition. Donc, avant d'élaborer sur le cadre contextuel qui a inspiré la conception du projet,
et de traiter plus en détail des différents projets de performance qui se sont élaborés. Je voudrais juste vous présenter brièvement les stratégies que j'ai employées dans la conception des multiples volets du projet et qui ont résulté donc dans l'organisation de cette série de conférences et qui a aussi élargi le cadre créatif pour les artistes. Donc, l'idée de présenter une série de conférences en parallèle aux éléments artistiques du projet était, d'une part, d'élargir sa portée critique en y greffant des discussions sortant d'un cadre artistique, mais aussi, vu que le projet était présenté à Vancouver, qui est un contexte où le développement urbain est omniprésent, je dirais, et qui a vraiment une grande incidence sur comment est-ce que les relations sociales et les relations économiques sont structurées dans la ville. J'ai cru nécessaire qu'il était de traiter critiquement de ces concepts, et de concepts sous-jacents qui se rattachaient particulièrement à la présentation in situ du projet et à comment est-ce qu'il interagit avec des tactiques et des procédés qui activent de façon démocratique l'utilisation de l'espace public. Donc, les conférences présentées dans le cadre de ce volet du projet ont traité de sujets comme le rôle du capitalisme dans le développement urbain et dans l'érosion graduelle de l'espace public, les modèles de développement urbain qui capitalisent sur l'apport de la classe créative ou creative class et les répercussions que cela a sur le statut des artistes. Et malgré eux, je crois que les artistes contribuent à la gentrification, à des processus de gentrification et beaucoup à Vancouver. Le dialogue que peut entamer la pratique artistique avec les pratiques radicales, activistes ou contestataires. Et la relation qu'entretient l'institution artistique avec ses idées et avec ses pratiques. Également, en tant que commissaire du projet, j'ai tenté dès le départ d'établir un climat qui favorise l'échange entre les artistes. Nous avons eu plusieurs rencontres de groupe qui ont permis aux artistes d'échanger sur l'évolution de leur projet et de traiter des idées du projet dans son ensemble. Et je crois que cette stratégie a eu une incidence directe, oui, sur le développement des projets, mais surtout dans la cohésion du groupe. Et c'est très approprié, je pense, d'employer cette stratégie dans le contexte d'un projet qui soit collaboratif et relationnel dès le départ. Bon, le contexte maintenant qui a inspiré le projet. Dans les dernières années, nous avons été témoins d'une vague de mobilisation citoyenne qui se sont produites un peu partout sur la planète. Et je pense ici aux événements du printemps arabe, au mouvement Indignados, Occupy, ainsi qu'aux manifestations massives qui ont eu lieu récemment en Turquie, au Brésil, au Venezuela. Et vous voyez quelques images ici. Le Québec et Montréal, bien sûr, n'ont pas été en reste avec tous les événements du printemps 2012, les démonstrations de casseroles et toutes les autres démonstrations qui ont eu lieu en lien avec le mouvement étudiant. Donc, c'est impossible, évidemment, d'assimiler tous ces mouvements sous un même cadre d'analyse parce que les considérations sociopolitiques qui les sous-tendent sont trop diverses et complexes. Mais on peut affirmer que tous ces mouvements se rejoignent sur la forme et démontrent la force de l'occupation spatiale collective, qu'elle soit sédentaire ou ambulatoire, en tant qu'action politique radicale. Ce type d'action collective positionne ou repositionne la rue, qu'elle soit symbole ou espace réel, en tant que forum démocratique. Et ce processus, je crois, a pour effet la remise en question du caractère public de l'espace public. Donc la présence de dizaines, centaines ou milliers de corps qui forment un tout qu'on pourrait qualifier de sujet pluriel et autogéré, de corps collectifs, constitue intrinsèquement un acte de repolitisation de l'espace occupé. En occupant l'espace, ce corps collectif interrompt momentanément l'ordre établi qui régularise cet espace. Il intervient dans sa structure même, ce qui a pour effet de reconfigurer le nexus de relations qui le régissent. Et en reconfigurant les relations sociales structurant un espace, ce processus collectif permet l'individuation radicale. Donc, je me suis intéressée à ce processus, et particulièrement au caractère participatif, parce que collectif, et aux qualités performatives
Et on voit ici, surtout les qualités performatives sont devenues apparentes pour moi pendant les manifestations du printemps érable ici, en 2012, qui utilisaient beaucoup des processus performatifs, je crois. De par son caractère nomade, la marche collective infléchit et reconfigure temporairement les relations structurantes des espaces toujours changeants qu'elle traverse. La marche collective module l'environnement urbain qui est revécu, repensé et repossédé par la masse piétonne. Donc, j'ai invité les artistes à considérer la marche collective comme structure événementielle qui puisse produire de nouvelles relations sociales et de nouvelles relations spatiales. Et j'emploie ici le terme marche collective parce que je ne voulais pas utiliser manifestation ou démonstration ou protestation pour ne pas fermer le cadre d'interprétation pour les artistes et vraiment leur laisser libre cours d'utiliser cette structure générale comme ils voulaient dans leur processus artistique. Et jumeler les artistes à des groupes communautaires est une stratégie qui a servi à contourner la problématique du concept qui est assez abstrait de participation, surtout dans un contexte de présentation in situ où le public est souvent accidentel ou inopiné. Donc, dans un contexte in situ, la réaction du public est imprévisible et les possibilités de créer des situations de médiation sont limitées. Donc, plutôt que de mettre en scène des situations qui interpelleraient un public accidentel à prendre part à des marches collectives dirigées par les artistes, la stratégie a été d'impliquer les groupes communautaires directement dans les processus d'élaboration des paramètres conceptuels et formels des performances et dans le processus créatif menant à leur présentation. Donc, les artistes participants au projet ont tout d'abord élaboré les grandes lignes de leurs intérêts de recherche en réponse à la prémisse que je leur avais présentée. Et nous avons par la suite approché des groupes communautaires dont les intérêts des membres, les activités et les mandats correspondaient à ces idées. Le processus de jumelage a été assez organique et a donné lieu à un spectre de collaboration entre artistes et groupes communautaires divers et très variés. Et de mon point de vue, ce spectre est très intéressant parce qu'il démontre les possibilités d'interprétation justement de la prémisse de recherche que j'avais présentée aux artistes. Et on parle beaucoup des artistes commissaires ou des commissaires auteurs, ça a été un terme qui est apparu ici. Et dans ce contexte, surtout dans le contexte où on donne une prémisse de recherche aux artistes, on leur demande de créer quelque chose de nouveau dans ces paramètres. Je pense qu'il est important quand même de ne pas trop imposer notre idée commissariale sur ce qu'ils font et de laisser libre cours et que ça participe vraiment au processus de recherche que de laisser les artistes créer librement. Donc rapidement, je vais vous montrer maintenant, je vais parler des projets qui se sont élaborés dans le cadre de ce projet. Donc voilà. Donc ici, on a le projet de Lauren Marsden. Lauren était intéressée, dès le départ, à explorer la transmission ou l'évolution, la désuétude de l'information. Donc, on a approché la bibliothèque publique de Vancouver et on a travaillé avec les bibliothécaires qui sont responsables de trier le matériel qui va être enlevé de la collection de la bibliothèque. Et ils ont dit que c'était un processus qui était assez controversé pour eux parce que le public pense que les bibliothèques ont un rôle d'archive d'une certaine manière. Ce qui n'est pas le cas et qu'ils doivent trier et se débarrasser de beaucoup de matériel parce que c'est en mauvais état ou l'information contenue est désuète. Et donc pour eux, ça a été vraiment intéressant de donner une nouvelle vie à ce matériel. Donc pendant quelques mois, Lauren a travaillé avec les bibliothécaires qui ont choisi du matériel à lui remettre qu'elle trouvait plus intéressant pour une raison ou une autre. Et Lauren a aussi travaillé avec un groupe de danseurs qui sont des étudiants en danse de l'Université Simon Fraser. Et leur a demandé de créer une petite séquence de mouvements en lien avec le contenu des livres avec lesquels ils travaillaient. Et donc, pendant une performance qui a duré 3 heures, qui a débuté au dernier étage de la bibliothèque, on les voit ici descendre. Donc, tous les danseurs portaient le livre qui n'était plus dans la collection sur leur tête et ont ensuite procédé à marcher autour de la bibliothèque pendant 2 heures. Et à chaque fois que le livre tombait, ils effectuaient leur séquence de mouvement. On voit ici des images
Et par la suite, donc c'est l'intérieur de la bibliothèque, mais c'est aussi à l'extérieur. Et par la suite, en file, se sont rendus à la galerie et ont déposé les livres dans la galerie. Donc maintenant, c'est la contribution de l'artiste à l'exposition en galerie. On le voit un peu mal ici, mais les livres sont vraiment en tombant. Il pleuvait aussi, donc sont vraiment changés. Et je pense que c'est une documentation un peu en parallèle vraiment de la performance. Didier Morelli était intéressé à travailler avec un groupe de jeunes qui fréquentent sur une base quotidienne le quartier où lui habite. Et donc, on a approché le Outreach Program, qui est un programme alternatif d'éducation pour jeunes autochtones à risque et qui se concentre vraiment sur l'expérience des jeunes, essayer de créer des projets qui leur fassent avoir envie d'être à l'école. Donc Didier s'est vraiment concentré sur l'expérience des jeunes qu'ils ont dans l'espace entourant leur quartier, leur école, et sur remettre le corps et l'expérience des jeunes, la présence de ces jeunes-là au cœur de ce quartier. Donc beaucoup d'exercices de cartographie, beaucoup d'exercices physiques qui sortaient les jeunes de leur zone de confort un peu, qui les faisaient travailler ensemble. Il a aussi présenté beaucoup sur des artistes qui travaillent en collectif ou des artistes de la performance contemporaine et avoir beaucoup de discussions avec les jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire le collectif? Qu'est-ce que ça veut dire marcher? Qu'est-ce que ça veut dire la contestation? Comment est-ce que vous voyez ça? Et la marche n'a pas encore eu lieu, mais va avoir lieu jeudi prochain. Et les jeunes vont transporter les éléments qu'ils ont créés pendant toute la série d'ateliers et l'emmener dans la galerie et le placer sur le mur. Vous voyez ici un mur de l'installation de Didier. Donc c'est un peu comme un gros sketchbook de ses idées en ce moment, mais les jeunes vont pouvoir contribuer et y participer. Rapidement, le projet de Gabriel Solomon. Gabriel était intéressé de travailler avec le groupe Burnaby Residents Opposing Kinder Morgan Expansion, qui est un groupe de résidents de Burnaby qui s'oppose à l'expansion d'un projet de pipeline dans leur ville. Donc Burnaby est l'endroit où les pétroliers vont s'alimenter en pétrole avant de s'en aller vers l'Asie. Donc c'est crucial un peu, il y a un projet d'expansion qui augmenterait plus que du double le flux de pétrole et le nombre de pétroliers. Donc c'est peut-être le projet qui ressemble un peu plus à l'art activiste ou qui vraiment a créé une manifestation, là. Mais pour l'artiste, c'était important de conserver des éléments performatifs ici. Vous voyez des images de la performance, la manifestation, ce qui s'est développé plus comme une manifestation, mais avec des éléments ponctués, des éléments performatifs à l'intérieur. Et vous voyez l'exposition en galerie, la contribution de l'artiste. Ici, c'est un peu plus qu'un projet qu'on pourrait qualifier de pratique sociale, social practice. Je ne sais pas comment ça se traduit très bien en français, mais le processus a été vraiment important ici. Et finalement, le groupe Unlearning Weekenders, Zoe Cray et Catherine Gros, s'intéressent beaucoup au mode de désapprentissage des normes de comportement, comment est-ce qu'on interagit avec l'environnement et comment est-ce qu'on interagit avec les autres. Donc, c'est des recherches en continu qu'elles font. Et elles se sont inspirées de la structure du club de marche, donc qui permet à des gens de ponctuellement leur revenir et participer à différents événements. Donc, elles ont organisé 5 marches là, pendant et il y en a 2 qui restent à venir. Et donc, c'est un groupe hétéroclite toujours, mais qui est demandé de momentanément là, se défaire de leurs préconçus et de vraiment se mettre dans une exploration intuitive, sensorielle et joueuse de l'espace. Donc, on les voit ici dans une marche dans l'environnement urbain et ici dans une marche qui n'est pas trop loin là, de la ville, mais donc à Vancouver, on est sur le bord de l'eau. Donc, c'est aussi différents environnements qui sont explorés. Là, j'ai plus de temps, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de vous parler en détail de tout ça, mais si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. J'aimerais avoir vos commentaires après parce que je suis encore en processus. Là, comme j'ai dit, il y a plusieurs éléments du projet qui ne sont pas encore terminés et donc
voilà, en processus de réflexion actif là-dessus. Merci. Gardez la même. Tout à l'heure, je le mettrai là, mais je vais d'abord le garder comme ça. Ça, c'est votre... voilà. Donc, je vais vous présenter à la fois une démarche de recherche et un projet de création qui est mis en œuvre depuis 2007 dans la région de Bordeaux. Donc, je viens de Bordeaux, je suis metteur en scène, et depuis une trentaine d'années, je dirige une association artistique et culturelle qui s'appelle Script, qui a deux grands secteurs d'activité. Premier secteur d'activité, et c'est lié aussi à l'origine même de cette association qui a été fondée par des artistes. Donc notre premier secteur d'activité, c'est la création dans le domaine des arts de la scène et des arts visuels, selon des modes de production et de diffusion que l'on pourrait qualifier de classiques. Et puis il y a un deuxième secteur d'activité qui relève plus du hors-piste, où les compétences, les savoir-faire de ces artistes vont aller s'impliquer sur des terrains que sont le terrain de l'action sociale, le terrain de la santé, voilà. Ce que moi j'appelle le hors-piste. Pourquoi j'appelle ça le hors-piste? C'est parce que quand un artiste, on vient de l'entendre tout à l'heure dans l'intervention qui précède, quand les artistes interviennent sur ces terrains-là, ils doivent inventer leur marche et leur démarche. Rien n'est balisé à l'avance. Et ça fait partie de l'expérience que de baliser ces chemins. Donc ça, c'est mon activité de metteur en scène et de directeur artistique. Et puis, depuis une quinzaine d'années, j'interviens à l'université, où je suis maître de conférences associé, dans une formation au métier de la culture, qui a changé plusieurs fois d'intitulé. Au tout début, on parlait de gestion de l'action culturelle. Ensuite, il a été question... Je m'assois. J'aime bien démarrer debout pour trouver l'énergie. Vous mettez en retrait à ce moment-là. Ben voilà, je vais faire ça. Je vais mettre en retrait. Voilà. Vous avez le droit à ça. Un petit peu quand même. Voilà, donc, gestion d'action culturelle, et puis cette formation, c'est double. Et puis depuis 3 ans, on a réuni formation initiale et formation continue dans une formation qui s'intitule Conception de projet et médiation artistique et culturelle. C'est un intitulé très long. Et il me semble que le concept de commissariat tel qu'il est travaillé là depuis 3 jours condense différentes fonctions que l'on attribue classiquement à la direction artistique ou à la conception de projet, mais aussi, et on n'en a pas beaucoup parlé entre autres dans ces 3 jours, très peu, un petit peu mais pas beaucoup, de la médiation culturelle. Et je me suis dit, en écoutant les interventions des uns et des autres là depuis 2 jours, qu'il se passait avec le commissariat la même chose que ce qui s'est passé à la fin des années 80 avec le concept de médiation. Souvenons-nous que ce concept de médiation vient des musées, comme le commissariat vient des musées. On a affaire à des concepts migrateurs qui passent comme ça d'un domaine à un autre. Et c'est assez intéressant. Parce que si on entend bien tout ce qui se dit depuis 3 jours, on utilise le concept de commissariat
aux arts actuels, on va dire, pour rassembler art de la scène et art visuel. Donc le commissariat aux arts actuels comme un concept transfrontalier. Moi, j'ai entendu du transfrontalier dans quasiment toutes les interventions. Alors, je fais un pont avec le contenu de mon propos de cette contribution de ce matin. Quel passage de frontières? Passage de frontières entre les disciplines, passage de frontières entre les fonctions et les rôles dans le champ professionnel de la culture, passage de frontières entre les genres, entre les générations, passage de frontières entre l'art et la société, etc., etc., etc. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que si on utilise ce concept de commissariat, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de passage de l'un à l'autre. Alors c'est ce que je vais essayer de construire dans mon propos ce matin, avec une première partie un petit peu philosophique et une deuxième partie plus en prise avec des expériences artistiques. Et en conclusion, on essaiera de dégager quelques enseignements de tout ça, qui sont des enseignements qui peuvent nous être communs entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Parce que ce qui me frappe aussi, c'est qu'on utilise souvent les mêmes mots, mais on ne désigne pas les mêmes choses. Donc il faut prendre le temps de s'expliquer sur ce que nous essayons de désigner comme on peut. Parce que chacun bricole. Hein, on l'a bien vu là depuis 2 jours. C'est du bricolage. Mais quand je dis du bricolage, je reconnais la valeur du bricolage pour inventer des choses nouvelles. Alors, avant de répondre à cette question, la frontière, c'est quoi? Il faut que je retrouve. Hors piste. Voilà. C'est exactement ça. Alors, je suis parti du thème de cette table qui est la question du commun. Commun communal. C'est le thème qui nous a été imposé pour que chacun propose des figures libres. C'est le thème imposé. Alors, donc mon propos va se nourrir d'une expérience artistique dite participative, dont le but est de faire œuvre commune de situations de voisinage. Faire œuvre commune de situations. Il ne s'agit pas simplement de mettre des œuvres en situation, il s'agit de partir d'une situation pour lui donner forme artistique, forme poétique, et questionner politiquement la manière dont on génère ces formes. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure dans votre présentation. Donc sous le titre « Appel aux arts mitoyens », donc je sais avec la traductrice, on a un petit peu parlé de ce terme de mitoyen, qui n'est pas facile à traduire. Donc on va essayer de trouver des équivalents. Donc appel aux arts mitoyens, ça désigne 2 choses. Première chose, c'est une démarche de création, je l'ai dit, qui vise à transformer poétiquement ce qui, au quotidien, fait frontière entre des personnes, des communautés, des territoires. Cette démarche est conçue comme un agencement artistique et social de différents types de compétences, de différents types de capacités. Ce terme d'agencement, lui aussi, il a beaucoup été utilisé, et si on a cité plusieurs fois Deleuze, c'est pas pour rien, parce qu'effectivement, c'est un concept qui nous vient des travaux de Deleuze et Guattari. J'y reviendrai sur l'agencement, parce que je pense que le commissariat, c'est une fonction collective qui se construit par agencement. Mais on y reviendra plus tard. Donc ça, c'est la première chose qui est désignée par les arts mitoyens. Et puis il y a une deuxième chose que désigne
c'est intitulé Appel aux arts mitoyens, c'est l'urgence politique à redonner sens à l'action culturelle dans des démocraties affaiblies par une tragique crise de confiance des citoyens dans les institutions qui les représentent. Vous le vivez, vous, au Québec. Nous le vivons, nous, en France et en Europe. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. La question politique qui est la nôtre aujourd'hui, au début du XXIe siècle, n'est pas la même question politique que celle des avant-gardes du XXe siècle. Les avant-gardes du XXe siècle nous ont montré le chemin pour mettre en débat le rapport entre art et politique, art et société, art et existence, avec l'idée que l'art pouvait être pré-révolutionnaire et ouvrir la voie à des transformations radicales. Depuis le début du XXe siècle, on a changé l'horizon. On n'est pas dans l'horizon du grand soir, mais dans l'horizon des petits matins, où les choses se font petit à petit, avec une certaine humilité. Alors je vais citer une philosophe qui s'appelle Marie-Josée Monzin, qui donne une définition très claire pour penser la culture en termes de démocratie. Elle dit « Penser la culture en termes de démocratie ne consiste pas à réduire les espaces et les temps où s'éprouvent le plaisir et la liberté à une offre spectaculaire de divertissement ou à une distribution démagogique de valeurs sûres, prônant l'accès de tous à une anthologie de chefs-d'œuvre. » En gros, c'est le modèle du droit à la culture. Bon. Enfin, en France, nous, c'est l'héritage de Malraux. Penser la démocratie, c'est partir de réalités fondatrices, à savoir que la connaissance et la création ont valeur universelle, que c'est dans ce partage et nulle part ailleurs que se joue l'égalité de tous. Il faut partir de la reconnaissance du droit et de la capacité de chacun, sans distinction, à faire usage de sa sensibilité et de son intelligence. Penser la culture, c'est définir le citoyen, c'est le construire comme sujet de son désir et cause de son action. Sujet de son désir et cause de son action. La culture est une éthique qui transforme les relations de voisinage et fait vivre l'altérité dans le plaisir comme dans les conflits. Chacun, là où il est en charge de cette politique du voisinage où se règle à chaque instant l'écart et la proximité, le lien et la déliaison, la concorde et la lutte. Hier, quand on parlait de l'empathie, il y a eu quelques réactions en disant « mais l'empathie, enfin, c'est quoi cette proximité ?» La réflexion de Marie-Josée Monzin permet de penser de manière un peu dialectique le proche et le lointain, et que nous avons besoin des deux pour construire nos relations sociales, nos relations affectives, nos relations familiales, nos relations professionnelles, enfin toute forme de relation. Donc choisir cette voie, celle que dessine Marie-Josée Monzin, c'est substituer une logique des droits culturels à celle du droit à la culture. Et cette question des droits culturels a été maintes fois reprise depuis 3 jours. Et de la sorte, inventer de nouvelles manières d'être les uns avec les autres, pour qu'il y ait du jeu, et du jeu, de la respiration, des échanges, une circulation de sens entre nous. Vous vous souvenez, je ne sais plus à quel moment, il y a eu une petite discussion sur le jeu et le nous.
Le genou, c'est une articulation qui nous est nécessaire pour marcher, le genou. Hein, et c'est une articulation fragile. Comment on passe du je au nous, du nous au je? C'est pas choisir l'un ou l'autre, c'est faire avec l'un et l'autre. Ainsi, nous faut-il concevoir un être en commun, non pas comme une communauté fermée sur elle-même, mais comme un mode d'existence ouvert. Et je vais citer un autre philosophe qui s'appelle Jean-Luc Nancy, qui définit ça très très bien. Ouvert sur l'avec, ouvert avec. Ça, c'est ce que dit Jean-Luc Nancy. L'ouvert avec, dit-il, est ce qui fait lien entre le sujet et la société. Parce que le sujet n'a d'autre support que ce rapport à un avec. Un rapport que Jean-Luc Nancy donne d'un très joli mot, un égard. Un égard. Je ne sais pas comment on le traduit en anglais. On le fait pour toi. Voilà. Il faudra me le dire parce que ça m'intéresse de savoir quel est l'équivalent anglais. Égard qui est la marque d'un être ouvert et ouvrant. Et le philosophe conclut, il faudra sans cesse se méfier des résonances pieuses de l'ouvert, tout comme de celles de la communauté. Ouvert n'est pas simplement, ni d'abord, générosité, largeur d'accueil et largesse de don, mais c'est principalement la condition de coexistence de singularités finies, entre lesquelles le long, au bord, sur les limites, entre dehors et dedans, circule indéfiniment la possibilité de sens. Donc vous l'aurez compris, le commun s'élabore avec ce qui fait bord, limite, frontière. On a tous envie de passer les frontières, mais on ne peut pas se passer de frontières. Elles sont partout. La question n'est pas de savoir si c'est bien ou mal, la question est de savoir qu'est-ce que nous en faisons. Je ne sais pas si Martine, qui est ma voisine dans la vie et dans le travail, peut mettre les deux définitions qui suivent, que j'ai empruntées à Régis Debray, c'est deux éléments de définition. Juste celle d'après. Voilà. La frontière, c'est la condition épidermique du vivant. Et la frontière, c'est le vaccin contre le mur. Avec ces deux petits éléments de définition, on peut ouvrir bien des portes. La condition épidermique du vivant, on pourrait peut-être mettre la vidéo pendant que je continue de parler. C'est un travail d'un photographe qui s'appelle Vincent Montier, un artiste photographe qui fait partie de l'équipe qui a réalisé le projet dont je vais vous parler dans un instant, sur le voisinage. Et il a proposé aux gens du quartier quelque chose de très simple, c'est présentez-moi un voisin ou une voisine. Donc il a fait une petite installation avec une caméra, comme ça, en demandant aux deux personnes de fixer l'objectif et ensuite, progressivement, de se tourner vers l'autre et d'envisager la présence de l'autre, de le dévisager. Voilà. Donc on va en mettre quelques-unes de ces images, et il a fait à peu près 200, presque 250 portraits. C'est une proposition qui a très très bien fonctionné dans le quartier, et ensuite ces images étaient projetées à l'hôtel de ville, de la ville de Bègle, étaient projetées dans la vitrine du pharmacien, étaient projetées à plusieurs endroits, et les gens se découvraient avec un autre visage, une autre manière d'envisager leur présence, comme ça, dans la cité, à travers la vidéo. Donc vous l'aurez compris... Ah là, je ne vais pas y arriver, c'est pas possible. On va l'arrêter là, on y reviendra peut-être après, je vous... Voilà.
Donc comme j'ai peu de temps, en 2006, j'ai proposé à la ville de Bègle, puisqu'on venait d'arriver en 2005 dans cette ville, qui est une ville donc, de l'agglomération bordelaise, j'aurais proposé de travailler à l'échelle de la rue, où on venait de s'installer. C'est une rue qui fait à peu près 1 kilomètre. Et on a fait une première expérience qui s'appelait Les Jardins d'à côté. C'est une rue avec un parcellaire en lanière, comme ça, avec des petites maisons, des grands jardins. Et donc la question était de savoir qu'est-ce qu'on peut faire passer d'un jardin à l'autre. Et j'ai demandé à des artistes de venir questionner les éléments qui font voilà, les clôtures, murs, palissades, fossés, pour en faire des lisières, des zones de passage, des entre-deux, des couloirs, des sas. On va passer plus loin, pour aussi faire jouer la relation entre l'intime et le social, l'espace privé, l'espace public. On va continuer, on va aller plus loin. Vas-y, va plus loin, va plus loin. Là, vas-y, continue. Voilà. En travaillant sur ces objets qui à la fois nous séparent et nous relient à nos voisins, comment provoquer des occasions d'échange, mettre en mouvement nos identités respectives et produire des esthétiques et des socialités nouvelles. Ça, c'était le point de départ du projet. On va aller plus loin. Donc la culture, je passe, la culture politique du voisinage, j'en ai parlé, on passe. Juste la petite citation de Nietzsche. Voilà. J'avais utilisé ça pour présenter le projet. Notre voisin, ce n'est pas notre voisin, c'est le voisin du voisin. Bon, déjà, ça ouvre une autre perspective. On passe. Alors, une pratique artistique de l'échange. Alors, dans ce travail sur les jardins d'à côté, il s'agissait d'organiser un espace politique et ludique pour partager des expériences de création, une mise en jeu d'objets du quotidien qui nous séparent et nous relient à nos voisins. Alors, on va voir 3 exemples. On va passer clôture d'échange. Ça, voilà, on va s'arrêter un moment sur cette série d'images. Donc, Michel Herreria avait fait dans son petit carnet, là, j'ai pris que 4, un petit échantillon, toute une série de propositions pour transformer les clôtures. Ces propositions ont été rendues publiques aux habitants de la rue. Je n'ai pas le temps de vous raconter tout le processus, parce qu'il faut que je termine. Dans la discussion, on pourra y revenir. Bon, donc, il y a des habitants qui ont fait le choix de réaliser telle ou telle scénographie. Moi, j'appelle ça des scénographies. Ce sont des petites scénographies qui viennent, là, titiller les clôtures. Bon. Donc ça, c'est une qui a été choisie et qui a été réalisée. On peut passer l'image suivante. Voilà. Donc vous voyez, c'est une sculpture qui fonctionne comme élément de séparation et élément de relation. On passe plus loin. Drôle d'endroit pour une rencontre. Donc ça, ce sont 2 plasticiens, Philippe Jacques et Karen Gerbier, qui ont choisi de retourner l'intime et l'espace public en prenant des papiers peints et avec des grands pans de papier peint pour regarder plusieurs images. Ils ont perturbé quelque chose de l'appréhension habituelle, familière, de la rue. Non, juste reviens en arrière, et créer des petits espaces pour des conversations avec les habitants et un travail ensuite de mise en forme de ces récits de voisinage à la limite du privé et du public, de l'intime et du social. C'est-à-dire essayer d'attraper ces petites choses qui font qu'il y a de la perméabilité entre les deux, cette condition épidermique du vivant dont parlait Régis Debray tout à l'heure. Alors, autre dernière proposition, toujours de l'artiste Michel Herreria, qui s'était associé à un architecte. Et là, je me lève. Ils ont proposé un concept de conférence pour vendre un mobilier urbain permettant de privatiser l'espace public. Ils ont fait ça très sérieusement. Vous allez voir dans les images qui suivent. Donc l'architecte a dessiné des plans. Tout a été coté pour réaliser techniquement dans de bonnes conditions ce mobilier urbain. On va regarder plusieurs images. Tu peux prendre... voilà.
Et donc, au cours de leur conférence, et on a fait une conférence à l'hôtel de ville, dans la salle du conseil municipal, avec des élus, des techniciens, très sérieusement, on a un projet de mobilier urbain qui va rendre service à tout le monde, aux habitants, aux élus. Et les gens ont embarqué complètement dans cette fiction pour réaliser à quel point la rhétorique technicienne pouvait conduire à des aberrations politiques. Et ça, c'était le pari de cette conférence, et ça a très bien marché parce qu'elle a eu lieu 3 fois à Bordeaux. Il y a des amis italiens qui sont venus, et 15 jours après, la conférence est partie à Bologne, et donc avec des simulations. Donc ça, c'est un boulevard qui sépare la ville de Bordeaux et la ville de Bègles, et donc il y a eu des simulations de mise en... On peut regarder les autres images. Donc oui, tout est étudié, hein, le passage pour les piétons. Et donc dans leur catalogue, ils proposaient différentes options pour peindre la cage de l'oiseleur de bien en doré, en bleu. Enfin, chacun pouvait choisir sa couleur pour l'adapter à son environnement. Voilà, alors, j'ai pris ces trois exemples. Je voudrais juste quand même dire un tout petit mot de conclusion, après on y reviendra dans la discussion. En fait, pour les artistes et les opérateurs culturels qui font route avec nous, le principal défi, on pourrait peut-être remettre les photos de pendant que je parle, les photos de Vincent. Le principal défi pour ces artistes, c'est de se dégager de la théorie moderniste de l'autonomie de l'art. Pour se risquer, je dis bien se risquer, dans des expérimentations avec la réalité. Ces expérimentations ne peuvent pas prédire la valeur culturelle de telle ou telle pratique. Vous l'avez dit d'ailleurs quand vous avez présenté votre projet. La valeur culturelle se constitue, chemin faisant, au cas par cas, par de multiples interactions. Dans cette poésie du réel, il s'agit d'écrire avec ce qui nous arrive, de donner l'hospitalité à ce qui arrive. Parce que l'expérience artistique ne suscite pas seulement le partage des émotions, elle active des situations, elle invite au troc de techniques et d'habiletés, elle autorise des aveux d'ignorance, elle encourage des désirs d'apprendre, et elle doit garantir le respect de chacun dans la confrontation des points de vue. Alors, dans ce mouvement, souvent turbulent, préjugés et faux-semblants partent en vrille, parfois l'horizon se dégage, pour oser dire et faire ce que l'on croyait jusque-là impossible. Hier, je me revenais une définition de l'acte de création de quelqu'un qui s'appelle Jean Duvigneau. Il disait l'acte de création, c'est une insurrection du possible sur l'acquis. Une insurrection du possible sur l'acquis. Franchissement de frontières, là encore. Hein, on passe outre, mais on est conscient et responsable de cet acte de passer outre. Et je vais conclure juste avec une citation de René Char. Le réel, quelquefois, désaltère l'espérance. C'est pourquoi, contre toute attente, l'espérance survit. Voilà. Parfait. Hello, good morning, everybody. I'm going to do this in English. And
All right, so good morning. Thank you, Mark, for the introduction. So my name is Julie. I'm from Belgium, Brussels, and I'm going to talk a little bit about the new Patrons Protocol, a protocol that in Europe is applied by a growing group of curators, mainly visual arts curators. Since recently, so it's also work of migration, some curators are experimenting with applying this protocol, this method to performing arts. I have two colleagues, music curators in Paris, and I'm mainly a contemporary dance and theater curator. So what I want to do today, first of all, I just want to walk you through the protocol, what it's about, and second, I would also love to talk a little bit about some challenges that I face in translating the protocol from the visual arts to the performing arts. So what is it about, this protocol or methodology? So as you can read, everybody who wants... Yeah. Okay, so talk a little bit... Okay. Sunday morning, all right. So basically everybody who wants, who has a question or a need and thinks that art could be an option can come and knock on our door. And when I say us or I'm talking about the new Patron Society, and in Brussels and Belgium it's a small group of us. We operate like a collective of curators. So everybody can knock on our door and then we enter into this process with them where they can become the new patrons. En français, les nouvelles commanditaires. So they can commission a work of art for the common good. Alone or in association with others. In Belgium we only work with groups of patrons. So what we basically do is we turn the way that the arts world is organized a little bit upside down. Like usually as a curator or a programmer, you talk with an artist, you present or you commission a work of art and then you show it to the audience. We start with possible audiences, as we call it. And just to give you an idea of what kind of questions or propositions that we get, some examples. This is a parent committee from a school in Ghent. The school is situated where the photographer was standing. It was kind of a grim space, you see, underneath the bridge. There was a lot of graffiti, and the parents just didn't feel like it was an inviting space to leave their children or to wait for their children. Actually, the yellow bench that they're sitting on, that's the artwork by Emilio Lopez Menchero. And so their question was, how can we change this non-place into a place? How can we give that place an identity that also relates to its function and its surroundings, not only the school but also the canal. Another example, Action Committee Bornem Area of Silence. I think in the States and in Canada you have national parks. In Belgium we have areas of silence. So there's not a lot of nature in Belgium. So it's also like an official title. You can apply to have a certain area as an area of silence. And well, this photo only shows 4 people of the group. It was a very large group, 30 people who all cared about nature, and they had worked really hard to have a certain area in the vicinity of their little village declared as an area of silence, and then they were faced with a problem. Because the Flemish government sent them the sign, you are entering an area of silence, and to them that felt not in tune with the message they were trying to get across. So their question to us was, how can we inform people entering, how can we inform that people are entering a silent zone, and also invite them to reflect on the concept of silence in a way that's not like the label to them was very loud and aggressive. So yeah. And actually this group, they had already had discussions for 2 years. Like, we don't want the sign, but we do want people to know. So what do we do? 2 years they discussed, and then they learned about the new patrons.
and so we created a work of art together with him. This is the group, so these were visual arts projects. This was my group, a group of professionals. It was a very mixed group, but all the people in the group, in their profession, they had a relationship with, or they were thinking of dealing with grief and death on a daily basis. There was one undertaker. There was also somebody, a Catholic, he was very active in her parish. Also some moral consultants. And their question, so they felt that we in our society, contemporary society, we push everything that has to do with death and grieving, we push it away. Old rituals are not valid anymore, but we don't really have new rituals. Also, should there be new rituals? That was like a question. And what they, from working with people that were dealing with loss, they really felt that people were unable to enter in a grieving process. So there was a lot of depression that we talked about. So yeah, just to give you some examples of what a question could be. And then, so when we have a group and we decide that it's an interesting question to work with, then we start a dialogue, and dialogue is really the central word here. A continuous dialogue between the artists, and patrons. First of all, we as curators or mediators, we just talk to the group of patrons. We listen very carefully to what they bring up, and then we talk through images, we call it. So whatever they bring up, we think, we have some artworks or artists in our mind, and we show them. For instance, with my group, Rimini Protocol, Yongjin Lee, I mean, there are a lot of contemporary artists who deal with this topic. So I just show them, and that's very important, A, for me to check if I understand them correctly, and B, also they then give feedback to whatever I throw at them. And that helps us to really precise and formulate the commission. And then when we have that on paper, very important, we really write it down on paper, then as a curator, you can start and think of what artists might be good for the job. So then we propose one, sometimes several artists to the group. They meet, the group and the artists meet sometimes in the atelier. And when there's a click, then we enter the second part of the project. And that's the creation of the artwork. And again, this happens in dialogue. Basically, here the group of patrons, it's like what you do as a normal curator or programmer. You also just sit together with the artist to talk things through. So that's also what they do. This is Luciano Fabro, who created a work of art for this group in Genk. He's quite a famous artist. New Patrons has also worked with Wim Delvoye, Michelangelo Pistoletto, Ugo Rondinone, Erwin Wurm, so a lot of established artists. We in Belgium, we prefer to work not with just beginning artists, but artists that are like in their 30s and 40s that are not the big stars yet, but that have a growing margin. Although this was a Belgian project. And then, very important, so my role, or the role of my colleagues as a mediator, curator, by our professional guidance of the whole project, we guarantee the quality of the work of art. Sometimes people ask us, like, is this a social, artistic thing that you do? Is it about the empowerment of the people? It's possible that that's also a result of the process, but our first focus is to realize a work of art that has artistic quality. What basically the process is the bringing together of three expertises. Like the group of patrons, they know about the situation or the theme. For instance, my group, an undertaker, these moral consulants, they could feed me and the artist also a lot about this topic. As curator,
you're the expert in art. You know your artists, you know the context, you know what might be possible, what might be a good choice or not. And the artist, of course, is the expert in creating art, obviously. So, in that process of these three expertise, it's very important that it's really the group of patrons who are responsible for making it happen. So it's not like we, as curator mediator, we don't come with like a bag of money. No, also the financial aspect is also their responsibility. With the new patrons, we also tap into more alternative funding. Sometimes, and that really differs from group to group, sometimes they do fundraising activities. Very often we find that we can tap into local funding opportunities that local governments, they really want to chip in because they really value the local dynamic that a project brings. Another way of helping out is, of course, just helping the artist with material. For instance, in the boat, there's the artist making his artwork. That was actually the project of the silent area. They decided to not commission one work of art, but to really make some kind of workspace in their silent area and invite, every half year, I think, invite somebody else, a new artist, to come and explore the silent area and then make a work. So this is Pierre Berthet, and the man in the back of the boat, he's just working for the commune, and that was, he could help the artist. He was allowed to do that, so that's also like a huge help. All right, so, and yeah, that's also like part of our philosophy, very important. The strong involvement of the patrons in the realization of the artwork enhances a solid foundation. So just because they're so informed and they're really in charge from the start, very soon, it's not about that small group of patrons anymore. Like they talk about it, and it grows and grows and grows. And we feel, as curators or mediators, that we can leave, and they will take care of the artwork. This is the opening of the artwork of Luciano Fabbro. So this was in a Belgian town where there were a lot of Italians, a large Italian community who used to work in the coal mines. There was an issue going on. They didn't, like, they have been there for some decades now, but they didn't really feel central in the community. So this was the artwork that Luciano Fabbro made for them, based on something that was brought up, like in the coal mines, everybody was black. So you have the black stone that refers to the coal mine, and of course, how do you say that? The column that refers to Italy. So but you see, they threw a big party, and they did that. Like, my colleague curator didn't have to say like, hey, and what about the opening? Maybe we could throw a party. No, they just organized everything. So now I don't know where I'm at time. Oh, okay, perfect. Now I'm going to talk a little bit about maybe the performing arts project. So in Borgelon. So I had this very, and maybe it sounds like, it's very easy. I only have 20 minutes, so I have to go fast. But it really took me a year and a half of dialogue with my group of patrons to get to the formulation of the commission. And what they then threw at me, they wanted an artist with a strong interest and sensitivity for the theme of grieving, loss, and death. They also wanted an artist to research personal grieving rituals in form, but not only in form, also in content and meaning. So research was very important. And also, like, we had
talked a lot, and a lot of the examples that I had showed them, their comment was like, okay, artists, they talk about form of rituals all the time, and they really wanted to go for that content and meaning. Thirdly, they were interested in an artwork that brings people closer to their emotions. Of what they really wanted an artist who would value the expertise of the group and really wanted to go into a dialogue with them. Research was important to them, but also a strong end product. So they would not be happy with just a research-based practice. It's a very strong end product that generates attention for the theme of grieving and makes people reflect on how to deal with loss and grief. And then, last point, the artwork can possibly offer aspects that can inspire or perhaps be integrated in personal grieving processes. So that was just the list. Like after 1 year of discussions on the theme and on contemporary art. It was hugely based on a book by Dorian Leader, who the starting point was rituals, and a huge theme in our discussions was, okay, do we want an artist to create a new ritual? And very soon it became clear that's not what we want, because a ritual, like how to deal with grieving and loss, is very personal. But then this Dorian Leader, he writes about the mimetic learning, so that we learn from seeing others doing it. Like as a baby, we learn walking, like we each have our own walking style, but we learn it from seeing other people walk. And that's also how it works with grieving. And that's the problem in our society, says Dorian Leader. We tend to push it away. People don't talk about loss and grieving, so everybody just continues with their job, so there is no space for this mimetic learning process. But seeing how others deal with it can help you in how to deal with it yourself. So with that list, I had to think of, okay, what artist could be good to work with this group and answer these questions. The girl in the middle, that's Leen Braspenning. She's a Belgian theater maker, also active in the Netherlands. That other person is one of the patrons. So the group, the patrons, they commissioned a work of art by Leen Braspenning. And Leen created some sort of private procession. She worked on 3 different locations in that little village, Borgloon. And as audience, you really had to walk from one location to the next. And the walking was also part of the performance. It was also like the audience as actor, you were acting. And the 3 different locations had small performative interventions. So I'm just showing you some images. As you can maybe see from the photos, Leen works very like audio, whatever. She works a lot with photos and videos, like very interdisciplinary. So the patrons took care of that. She went into residency in Borgloon, so they made that possible. I really, the only thing I had to do was to make sure that the dialogue between the patrons and Leen was going. So they took care of the communication, the accommodation. Leen has a little baby boy, so one of the patrons was babysitting. So the material, the locations, very important. They showed her possible locations. They also arranged all the locations. So it was also easier to them because they knew, of course, these people that were in charge of these locations. All right. So it happened 2 weekends in Borgloon. And what was very interesting for me to see, Leen is somebody who always works, or very often works, or creates site-specific works, so she's very used to that.
But what was new in this project was that she, for the very first time, worked with the audience as an actor, and some of the interventions were really, there were also actors involved, but there would be a shared space, like people would come in, audiences would come in, and then that would be a cue for the actors to start doing things. So this was new to her practice, and that's also something that we often see, that working through this method of the new patrons can be like that artists sometimes take it as an opportunity to shift or to experiment with things or take their work in a new direction. All right, now very shortly about some of the challenges. Now I could go and talk for 2 days. So just some that, like the most important. A performing arts project is not permanent. Like if you commission a visual artwork, it's gonna be there forever. This Leen Draspenning's project only happened 2 weekends. That was a huge issue that came up in the dialogue with the patrons. Why invest so much money and energy? And remember, it's their money, their energy. Well, not their money, but I mean, they had to find it. So why invest that in something that's not permanent? And Bordelon, we found an answer to that. Because they felt that, because grieving is so personal, the group of patrons really felt that the fact that it would not stay was good, because the project invited people to reflect on the topic, but then left space to really appropriate it and think of own ways. So it was good that it was gone. A second challenge is the local international. A visual artist, like working in the local context, is a given. And for instance, Luciano Fabro, I don't know if you've ever heard of Genk in Belgium. It's a rather small village, but he has no problem in making work for a small village. And actually in Bordelon, there was another small village 5 kilometers further that had commissioned the work by Tadashi Kawamata, and the Japanese television came to interview them. So my patrons were like, okay, and when does the television come for us? Performing arts works a little bit different, and I felt that, different in the way that it's more internationally organized, and I felt that maybe I was a little bit on the margin. I wasn't really, we had a co-producer, but I wasn't really in this network of international co-producers. That's a huge, we're thinking about this right now, should we be, should we not be? And maybe to just end this, so this is very experimental. The method in Europe, it has been used for 20 years, but we still, these are all my colleagues. So we just, we do projects, but then, very important to all of us, is that we also reflect on it. So we often come together, that's the whole European group, last year in Antibes, where for 3 days we had our conference and just exchanged a lot. And of course, every country has its own challenges, every curator has his or her own style, every project is different. But it's really great to have an exchange of ideas happening. So that's also, just to come to my conclusion, New Patrons Performing Arts is rather new. We're just 3 curators in the network who do it. So I'd love to hear your feedback, because this could be very valuable to us. If you're an artist or manager, would this appeal to you? Why yes or why no? If you're a presenter or a festival, do you see options in this method? Right now, for the performing arts, we're thinking of having some art centers supporting the methods. So would that be valuable, yes or no? These are all questions that I would like to throw at you. All right, thank you. C'est dimanche
dimanche matin, c'est peut-être un peu plus difficile, mais je suis certain que vous avez tout ça en tête. Sinon, je vais y aller avec ma première question. Donc, merci encore pour vos présentations. J'aimerais peut-être faire un lien entre la première et la dernière présentation d'abord, parce que j'aime beaucoup les schémas de participation. Et je vois qu'en fait, vous avez placé les participants, un en amont, puis l'autre en aval. Donc, dans le sens où, peut-être dans votre cas, vous avez la curatrice, la commissaire, et ensuite vous avez les artistes et les participants qui sont parfois des co-artistes ou des artistes à part entière, tandis que de l'autre côté, on a les participants, disons, qui deviennent les patrons, les mécènes, et qui par la suite vous approchent en tant que commissaire, et ensuite vous avez les artistes qui travaillent à la réalisation de ces œuvres-là. Dans un sens ou dans l'autre, est-ce que vous pourriez nous expliquer s'il y avait un changement, parce qu'il y a des organismes ou des structures qui vont utiliser justement la participation citoyenne en amont aussi, pour faire ce même style d'intervention-là, où on a les gens dans la population qui vont commander des œuvres. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait s'approprier ou s'approcher un peu de cette pratique-là au niveau des manifestations? Oui, en fait, j'écoutais votre présentation, puis je me suis dit, mon Dieu, c'est très intéressant comme modèle de mettre justement les participants en amont. D'une certaine manière, je pense que oui, c'est comme ça que moi je l'ai approché. Je voulais travailler avec les artistes en premier. Et ensuite, on a approché des groupes communautaires qui pourraient fonctionner avec ce que les artistes voulaient explorer. Donc, les artistes étaient en premier plan de ce côté-là. Mais une fois que le processus de collaboration a été établi, les artistes se sont retirés un peu, dépendamment desquels, mais là, les groupes étaient vraiment au premier plan. Et c'est pour ça que l'exposition en galerie est devenue plus importante pour permettre aux artistes quand même de conserver leur liberté créatrice, si on veut. Je ne sais pas trop comment répondre à votre question, mais je trouve que le modèle que vous venez de présenter, en tout cas pour moi, vient juste d'exploser là, des possibilités. Oui, vraiment. Parce que justement, on remet, disons, vraiment clé en main. C'est vous voulez vous impliquer dans votre communauté, l'art peut vous aider à faire ça, mais c'est vous qui allez le faire. Là. Alors que d'habitude, l'art, on était oui, s'il vous plaît, participez, vous allez voir, vous allez apprendre, ça va être quelque chose de valable comme expérience, alors que là, ça vient vraiment de la communauté qui va en profiter. Je pense que c'est vraiment intéressant. All right, can I answer in English? Is that okay? Sure. How now? I think for whatever method or whatever, like however you enter a process, like if you start with an artist and then invite people in, or if you start with a group, I think what we might have in common is the process of working with a group and how to set that in place. But once you're on the road, I think we face probably a lot of the same défis, the same questions, challenges. What to us, like what was important when installing the new patrons methodology, not everybody wants to participate in arts like actively. But some people are just, I feel, like being a patron, that, appeals to me. But when an artist would come up to me and say like, hey, do you want to, participate in my performance? Or it's a different role, and I think it can appeal to different people. But what I didn't talk about the democratic value, but I think that's also like the dialogue that is so central. I think that artistic projects, they can really offer some sort of playgrounds to get that dialogue and to think about certain issues, certain topics, certain themes. I think
think that's something that in all three of her presentations I thought was very present. Oui, allez-y, certainement. Bonjour, Yael Philipponi, commissaire et éducatrice. Si ça ne vous dérange pas, je vais demander ma question en anglais. I really appreciate all of your presentations, and I was curious about evaluation techniques. I think it's interesting when we talk about collaborating with different communities that in the end we're always the ones that are speaking about the experience and not the community members. And I thought at the end of your presentation you mentioned that quality was really important and that was one of the major roles that you had. But I sort of always question for the community members what is most important for them and how do we measure a project maybe differently from their perspective than we do from an artistic viewpoint or an aesthetic viewpoint. I don't know if you want to respond. Can you just say your name? Yeah, Yael Filipovic. Okay. Yes, the artistic quality is very important to us, but we're not just showing them a catalog and say like, okay, and you're going to work with that artist. Like, we really, our work is also a work of art education. We often work with people that have no background at all in art, and in the first meeting, they're like, contemporary art, huh? We don't know what that's about, but in the end, and it takes, like my group, it took me a year and a half, so it's pretty intense. But we can suggest an artist, but it's in the end they who choose the artist. It's really their choice. And because they have been through that process, and they are also like in constant dialogue with the artist when they choose it, they really feel they are the patrons. Like, I'm just the mediator, it's their project. And what we, like, in terms of evaluation, what to us, of course we always, evaluate ourselves, but in Belgium, I don't know how long we already work with this method, some years now, and we just see that the people take care of that artwork themselves. For instance, with Ro, so the intervention of Leen Braspenning, one of the patrons, she felt that it really addressed something very importantly. Leen worked with interviews a lot, like in her research. So the artistic project was over, it was only temporary, but so that lady from the patrons group, she was like, can't we do something with the interviews? And she composed a little educational map that she gave to all the schools in the environment, because she felt that this project had talked about an issue that should also be addressed in schools, in the curriculum. So I think these kind of little initiatives show or prove to me that we do it, or they do it for the community. They're like the spokesperson for their larger, like it's usually a small group of patrons, but they have ties to their whole community, and we are only the mediator. We're not telling them, you should choose this artist. It's really, I just wanted to make that clear. Je voudrais prolonger, parce que là je crois qu'on touche à une question très très importante sur la manière dont on peut documenter une démarche, un processus de création en prenant en compte les récits de tous les protagonistes de l'expérience. Et quand on parle d'évaluation, moi c'est un terme que j'utilise avec beaucoup de précaution. Parce que, bon, je ne sais pas comment ça se passe chez vous ici, mais en France, il y a quand même une idéologie de l'évaluation qui est assez terrifiante. Ici aussi. Hein? En revanche, de pouvoir s'expliquer, de pouvoir transmettre quelque chose de ce qui a été mis en jeu dans une expérience, ça fait partie de la responsabilité professionnelle, sociale, politique
des artistes et des opérateurs culturels. On se doit pas de se justifier, mais de s'expliquer sur ce que l'on met en jeu et de donner la possibilité à tous ceux qui participent à l'expérience d'en dire quelque chose. J'ai apporté là un livre, il y a quelques exemplaires qui sont à la librairie, qui a pour titre Assemblage et qui rend compte de 10 ans d'expérience artistique, culturelle, dans un lieu de soins, un centre de lutte contre le cancer, et des œuvres qui ont été réalisées avec la participation des patients, des soignants, du personnel technique, administratif. Et dans ce livre, on a pris soin de rendre compte des points de vue des uns et des autres dans le cours de ce processus. Ce livre-là, ce n'est pas que la parole des artistes. Et c'est vrai qu'on a tendance, parfois, dans le champ culturel, à faire de l'auto-évaluation, c'est-à-dire que les opérateurs culturels, les artistes, s'expliquent sur ce qu'ils ont fait, mais ne laissent pas trop de place à la parole de ceux qui ont participé, qui ont été concernés par l'expérience. Et donc là, on a des choses à inventer, avec le film documentaire, avec l'édition, et l'expérience des nouveaux commanditaires, qui existe aussi en France. Il y a une association qui s'appelle les Nouveaux Commanditaires, c'est le même concept, à peu près. Non, je pense que c'est la même organisation. Oui, c'est la même organisation. Et c'est vrai que là, il y a un gros travail à faire pour rendre public ce que ces expériences-là ont apporté à ces nouveaux commanditaires. Parce qu'en France, je repère qu'il y a quand même une parole qui est un peu confisquée par les commissaires, qui justifient de ce qu'ils ont fait, etc. Mais ils ne laissent pas beaucoup de place aux nouveaux commanditaires. Enfin, les commanditaires, ils parlent en amont, ils ne parlent pas beaucoup en aval. Et ce que vous venez de dire là, de cette collecte, de cette cartographie, ça me paraît effectivement quelque chose de très très important. En français, en anglais, je sais pas. Vas-y, parle français. Pour le projet, il n'est pas encore terminé, donc je ne sais pas trop comment on va l'évaluer. Pour moi, c'était le premier projet dans le social practice. Je ne sais pas comment dire social practice en français, parce que je pense que c'est vraiment un terme qui s'est plus développé dans le contexte anglophone, puis c'est mieux, je pense, pour représenter ce que c'est que pratique relationnelle. Je ne veux pas rentrer dans le bourriot, là. Donc c'est très nouveau pour moi. Et je voulais pas imposer, ni pour les artistes, ni pour les groupes participants, quoi que ce soit. Donc, imposer aux artistes, travailler avec un groupe communautaire. Donc, ça va donner vraiment du travail social. Je voulais que les artistes soient heureux à la fin de dire oui, c'était vraiment un projet qui s'enligne dans ma pratique artistique. Oui, c'était peut-être avec des éléments de travail social, non? Mais c'était vraiment quelque chose qui me ressemble en tant qu'artiste. Pareil pour les groupes communautaires, je voulais pas juste, disons, on vient de haut et on vous amène une expérience pour vous. Donc c'était ça un peu. Je pense que moi j'ai été présente là, vraiment tout au long du projet, à chaque atelier que les artistes ont fait avec chaque groupe. Et puis j'ai vu de part et d'autre que les gens étaient vraiment satisfaits de ce qui en découlait. Quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, mais à quel point certains participants ont été... les groupes, le groupe Outreach, le programme alternatif d'éducation, les professeurs ont participé à tous les ateliers et on nous a dit, mon Dieu, les élèves rient. Pendant 1h30 où vous êtes là, ils rient, ils se sont touchés aujourd'hui, ils se sont pris par la main, ils ont de la misère à se parler en temps normal. C'est juste ça pour moi, mon Dieu, c'est formidable. Et que l'artiste aussi soit tellement heureux même de faire ça. Le projet de Gabriel Solomon a grossi de façon exponentielle. Il y a une dizaine de groupes, activistes, Greenpeace, Wilderness Committee, des groupes à SFU, un groupe dans une autre ville qui ont organisé une flotte de bateaux, là, on l'a vu très rapidement, qui est venu rencontrer
visuellement la procession. Donc vraiment, ça a vraiment parti une espèce de mouvement que les citoyens de Burnaby avaient un mot à dire là-dessus. Donc je pense que ça a été très positif de ce côté-là, mais l'artiste en même temps, dis-moi, ça a vraiment élargi mon processus. Donc je répondrais comme ça. J'irai peut-être un petit commentaire éditorial, donc je vais profiter du micro. En fait, je dirais que pour faire un bond sur nouvelles pratiques, médiation culturelle, commissariat et tout ça, appelle aussi à de nouvelles méthodes d'évaluation. Et en ce moment, il y a tout un mouvement sur le Arts-Based Research, où on utilise en fait les méthodes de création et les créations en tant que telles. Donc dans ce cas-ci, peut-être les manifestations, les œuvres d'art, les expériences dans les ruelles, comme étant les outils et les processus d'évaluation en tant que tel. Donc, d'utiliser le processus d'évaluation de l'histoire de l'art même pour le calquer sur le changement social. Et ça, c'est tout un changement de discours et de paradigme qu'on doit opérer. Il y a quelques chercheurs qui commencent à se pencher sur cette question-là, mais tant qu'il n'y a pas de décideurs qui se font une tête sur la question, on restera quand même dans une espèce de statu quo. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Il nous reste du temps. Oui. Oui. Hello, I'm Jonna Strandberg from Finland. Thank you for your presentations. I really loved them. I only heard the last two ones, so sorry to miss you, but still it was something great to hear. My question is for the new patrons, I think, just how you reach your audience and how you, about the marketing and just the communication methods. That is pretty diverse. Like every now and then we do open calls, which is like the last one we did was in Brussels, because we had never worked in Brussels, the capital of Belgium, before. So we just did a launch, like flyers, and just new patrons, like if you want, you can apply. But we have been doing a lot of projects. We have been around for a couple of years, and very often we also just, like that little village where I worked, Borglon, we already did, a colleague of mine already did a project in that village. So, and then they know about it, and some other people from that village are like, maybe, so it's a network, really, that we see growing. Also a lot of NGOs, organizations know about us. In Belgium, there's also for every new building, public building built, hospitals, schools, whatever, they have to integrate an artwork. And, well, there's an official way to do it, and we are like the unofficial second choice. But we feel that, some organizations, then they know about this, and then they choose to work with the new patrons. We don't really have to. Now, though, for performing arts, because we experience that it's much harder for people to come up, like it's easy to think of what a visual artwork can do for you. It's much harder to think of contemporary dance, that's not so well known, of theater. So a lot of the questions that we get are actually not that interesting. They're like, oh, we're a little neighborhood and we're having our celebration of the renovation of our street, and we want to have a big public party. Can we make that a theatrical performance, something like that? So we also get a lot of questions that we just say no to. And that's, but that's a challenge for me, really, to think about, like, with performing arts, how will we communicate it? And that's also, like, right now, we're thinking, but it's not official yet, but we're thinking of really working together with established festivals or art centers who kind of take us under their wing, like as a side project, and communicate it to us. Another thought that has crossed our mind was working together with the newspaper. But we're still, it's experimental. We're still, like, if you have ideas, we certainly can use them.
C'est plus un commentaire qu'une question. J'entendais parler du hors-piste, d'une part, et d'autre part, je vous voyais travailler dans les petites communautés, et on parlait d'un changement paradigmatique, ou enfin presque, ou qui demande à ce que se redéfinisse le rôle de commissaire. Ce que ça met en évidence très fort, c'est que le rôle de l'artiste aussi est en train d'être redéfini, ou l'artiste se redéfinissant. Et je pensais à ce qu'on a vu hier, par exemple, où on parlait d'interdisciplinarité, comment faire en sorte que les disciplines soient ensemble, alors que maintenant, ce dont on parlait aujourd'hui, c'est comment faire en sorte pour que les artistes et les gens soient ensemble avec l'art. Donc, c'est comme si depuis hier à aujourd'hui, on était témoin de quelque chose dont on pourrait dire, si on en parlait en termes de lumière. Hier, c'était Guy Debord, la Société des spectacles, avec les spotlights. Aujourd'hui, c'est la journée de Georges Duberman et les Lucioles, avec, dont on a la certitude encore pour un temps au moins qu'elles reviennent saisonnièrement. Hein. Les Lucioles vont revenir, et qui confirme bien, d'après moi, et c'est probablement l'intérêt de l'émergence de ce nouveau concept, qui confirme bien une tendance dont les grands centres n'aiment pas parler, mais qui est the end of big, la fin du gros. Et donc, en quelque part, dans la pratique des patrons, ou justement la ville de Bell, ou le quartier de Barnaby, ce sont des petits qui vont vers quelque chose qui leur semble énorme, mais qui trouvent difficilement à se définir, parce que tout le monde est conscient de son petit. Nous, Barnaby, sommes petits, nous, Bell, ne sommes pas Paris, et nous, Bordeaux, je ne sais pas comment le prononcer, ne sommes pas Bruxelles ou Strasbourg. Mais c'est précisément la chose qui devient, selon moi, la plus intéressante et la plus importante dans ce qui est en train de se passer maintenant. Et donc, la difficulté de le financer, de le définir, de le circonscrire, est bien le signe de son importance aussi, hein, et de son actualité. Non, je m'excuse. Monique Régin-Bald de Zébert. Oui, on retrouve la pertinence du small is beautiful. Et je crois que vous touchez là quelque chose de très important. L'art comme expérience nécessite aujourd'hui de trouver une nouvelle échelle. Mais une nouvelle échelle, pas simplement spatiale, c'est une nouvelle échelle par rapport à l'idéal. Il faut en rabattre un peu, hein, il faut se remettre à un autre niveau de relation aux personnes et de relation aussi au contexte. Dans les années 90, il y a deux théoriciens qui ont travaillé sur l'esthétique relationnelle et l'art contextuel, Nicolas Bourriaud et Paul Ardenne, pour ne pas les citer, et ils ont pointé l'un comme l'autre qu'on arrivait à la fin de quelque chose, à la fin d'un imaginaire de l'avant-garde, hérité de toute l'histoire du XXe siècle, et qu'il y avait autre chose à trouver aujourd'hui, non pas pour abdiquer quelque chose de ce qui fait notre singularité d'artiste, mais mettre en jeu autrement cette singularité dans cet être en commun dont parle Jean-Luc Nancy. Ouvert avec. Et comment on fait petit à petit, comment on fait société petit à petit. Il faut tout refaire. Tout est à refaire. Et c'est une vraie question aujourd'hui, une urgence. Quand je parlais de cette crise de confiance dans la démocratie, il y a eu un sondage une semaine avant les élections municipales en France, où à peu près 35% des Français considéraient qu'on pouvait se passer de la démocratie. Sous-entendu, un régime autoritaire, ça ne nous ferait pas de mal. 35% des Français. C'est très inquiétant. Je veux dire que là, il faut prendre les choses au sérieux. Là. Et s'il y a une urgence
en termes d'engagement pour les artistes, c'est d'aller travailler à cet endroit-là. Et ça a été dit hier, je ne sais plus par qui, mais que l'expérience artistique pouvait générer de nouvelles formes de socialité. Il faut partir de la chose artistique pour réinventer une manière d'être ensemble. Et c'est passionnant. Enfin, c'est passionnant sur un plan esthétique parce que ça génère des formes tout à fait inédites. Et c'est passionnant sur un plan social et politique. Et là, je crois que vous avez tout à fait raison par rapport à cette nouvelle échelle à laquelle il nous faut travailler. Peut-être aussi l'échelle plus petite des institutions artistiques qui travaillent avec, parce que je ne sais pas quelle institution vous avez présentée, mais Unit Beat est un très très petit centre d'artistes à Vancouver. Le budget du projet était minime. Ce qui m'intéresse beaucoup dans le modèle que vous avez présenté, c'est qu'il peut se passer, en fait, de modèles de financement artistique traditionnels que les plus grosses institutions artistiques vont aller chercher dans le financement gouvernemental, etc. Alors que ça vient vraiment de d'autres endroits. Et puis je pense qu'en ce moment, là, le contexte de l'art au Canada, en tout cas, se fait demander de se re-questionner là-dessus, de se distancer de plus en plus du financement gouvernemental qui stagne ou qui... Oui, bon, c'est intéressant dans ce contexte-là. Je vais donner un exemple de cette relation entre les petits et les gros. Dans cet hôpital, on a travaillé pendant 10 ans. Il y a eu un moment, donc on a commencé de façon très modeste avec des présences d'un écrivain, d'un photographe, dans les services de l'hospitalisation, dans les services de consultation. C'était très très petit. Et puis progressivement, on s'est dit qu'il faut trouver de nouveaux alliés dans la cité. Et parmi les alliés, on a trouvé l'Opéra national de Bordeaux, avec un premier partenariat qui était de sortir de l'hôpital pour aller assister à des concerts entre midi et 2 à l'Opéra. Et puis, chemin faisant, on s'est dit on va impliquer, alors que l'institution Opéra ne croyait pas du tout, on va impliquer les professionnels de l'Opéra dans des projets partagés. Et je vais prendre un exemple. Les costumiers de l'Opéra ont dit, mais nous, ça nous intéresse de travailler à l'hôpital. Et ils ont fait une proposition pour travailler sur les blouses des médecins, des infirmiers, et transformer ces blouses. Et ça a été, le résultat était formidable, mais ce qui était formidable, c'était l'échange entre des références professionnelles du métier. C'est quoi être costumier? C'est quoi être infirmière? Et qu'est-ce qu'une infirmière et un costumier peuvent se dire ensemble pour produire quelque chose de nouveau? Ben voilà, c'est ça le ras du travail. Revenir à la question des métiers, de nos métiers et de comment on les met en jeu avec d'autres. Et l'artiste, il a un métier comme un autre. Et ce métier-là, qu'est-ce qu'il en fait avec les autres? Je crois qu'on devra laisser les autres questions en suspens. J'ai été égoïste, je vais laisser les autres parler parce que c'était trop intéressant. Je vous remercie énormément de vos commentaires, de vos présentations.